La 10e édition de Big, c'est parti. Et nous vous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de Big Media pour cette première émission. Il y en aura tout au long de la journée des quiz, des émissions qui vous permettront d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui. C'est le plus grand événement business d'Europe. On est ravis aujourd'hui de vous retrouver. Alors, vous le savez, cette 10e édition est marquée par le terme de progrès. C'est ce qu'a choisi BPI France. On va passer un peu de temps ensemble pendant 40 minutes avec nos invités pour redéfinir ce que c'est que le progrès et notamment le progrès for good. Tout d'abord, à ma gauche, Eva Sadoun. Bonjour Eva. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Tu es cofondatrice et présidente de l'ITA et de Rift. Tu es une des entrepreneurs les plus en vue de la place. Merci infiniment de prendre un peu de temps pour être avec nous. À ma droite, Thomas Uriez, tu es président de 1083. Bonjour. Bonjour, tu es à la base famous pour les jeans, mais tu ne fais pas que ça. Et vous avez la boîte, l'industrie, en circuit court, un roman sur Isère. Merci pour le déplacement. Avec plaisir. Thomas Brezard, à ma gauche, coprésident du Bilab, directeur du modèle de la perma-entreprise chez Norcis. Merci Thomas d'être avec nous. Bonjour Mathieu. Alors, on vous le disait, qu'est-ce que le progrès en 2024? Vous avez 3 heures, on n'a pas 3 heures, on va le centrer sur le progrès for good dans nos entreprises. Sans vouloir opposer le modèle économique traditionnel versus ce qu'on doit faire pour demain, l'idée c'est quand même de savoir comment on peut changer les choses dès aujourd'hui. Alors, la notion de progrès dans les CODIR aujourd'hui, notamment dans les PME, elle n'est peut-être pas forcément quotidienne. Dans les startups, peut-être qu'avec vos investisseurs, Eva, je me tourne peut-être vers toi, les investisseurs, les ventures, les corporate ventures, peut-être attendent cette notion, la valorisent dans un pitch. Dans les grands groupes qui sont très exposés, évidemment, on doit avoir une notion de progrès un peu challengée par rapport à un progrès économique. Mais dans les PME, est-ce que c'est une réalité selon vous? Je vous pose la question. Et Thomas, toi, chez Norcis, vous êtes combien aujourd'hui? 750. 750, donc vous êtes une grosse PME. Comment vous pensez, ça c'est vraiment une question qu'on n'est pas prêt, comment vous pensez que ça se passe un CODIR? Est-ce que vous pensez qu'on se pose la question de qu'est-ce que le progrès en 2024? Pour en pratiquer plusieurs, ce qui me semble assez évident aujourd'hui, c'est que le progrès, il est culturellement lié au développement de l'entreprise qui aujourd'hui s'appelle la croissance, c'est le volume d'affaires, c'est ça le progrès. Et donc le progrès for good, c'est qu'on ne peut plus se satisfaire de cette unique finalité, c'est qu'on doit évidemment l'atteindre, sinon il n'y a pas de pérennité de l'entreprise, donc tout le reste, ça ne sert plus à rien. Par contre, il faut qu'on arrive à le coupler à un progrès social, à un progrès environnemental, et c'est ce pourquoi Eva, Thomas et moi, et bien d'autres d'ailleurs, on se lève le matin. Et sur cette notion de progrès, Thomas Uriez, à ma droite, tu as eu quelques mots intéressants pendant qu'on préparait l'émission, c'est que tu dis que le progrès n'a plus de nom par rapport à des époques qu'on a connues, le capitalisme, le socialisme, et qu'aujourd'hui on parle de l'avenir mais d'une façon très floue. Avant de rentrer dans le sujet, je trouve que c'était intéressant, tu peux développer? Oui, c'est un regret que j'ai, c'est-à-dire que il y a des centaines d'années, des dizaines d'années, certains rêvaient de plus de commun et le communisme est né et a été théorisé. Puis après, pour les défendeurs du social, il y a eu le socialisme. Puis pour le capital, il y a eu le capitalisme. Et là, on est un peu orphelin du isme de demain. Et les seuls mots qui nous restent sont soit des mots d'opposition, donc altermondialisme, c'est autre chose que le mondialisme, mais on ne sait pas ce que c'est. Anticapitalisme, c'est l'inverse du capitalisme, mais ça définit en creux ce qu'on voudrait, mais ça ne définit pas en vrai projet. Et puis alors, il nous reste les mots flous. Par exemple, la transition. Vers où on transite, en fait, on ne dit pas où. C'est une action, pas une destination. Voilà, exactement. Et l'impact, j'adore l'impact, mais tous les jours à la télé, et vous y contribuez, on souligne et on salue les entreprises à impact. Et tous les jours à la télé, il y a des pubs Carglass qui disent « Attention, l'impact, ça fait mal à vos pare-brises ». Et en fait, du coup, ça veut bien dire qu'on est orphelin d'un cap commun qui n'est pas nommé, parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment défini le projet de société, de progrès, qu'on veut tous construire ensemble. On voit tous bien qu'il faut changer, mais on ne sait pas par où prendre le sujet, tellement c'est systémique, tellement c'est global. Et je pense que lorsqu'on aura une lumière commune, une destination commune qui sera nommée, alors ce sera plus simple de tous s'y rejoindre, quoi. Avant que je me retourne vers Eva et Thomas. Je me permettre de répondre à ce que tu as dit. Justement, c'est pour ça que moi je travaille sur la question du care en ce moment. Parce que, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Et même, alors, Thomas amenait souvent ce sujet au mouvement Impact France, parce que c'est vrai que si on n'a pas d'horizon, on a l'impression qu'on est juste une bande de décroissants un peu relous qui veulent que les gens ils arrêtent de s'enrichir, etc. Alors que pas du tout. Et finalement, moi, dans le CARE, j'ai trouvé une théorie qui alliait autant la question de la revalorisation de l'utilité de l'économie
que la revalorisation des métiers également qui apportent à la société, qu'un moyen d'apporter de la prospérité à moyen terme, que aussi un moyen de se poser la bonne question de c'est quoi notre utilité en tant qu'humain sur cette planète. C'est-à-dire qu'on a tous appris nos théories économiques et en tant qu'entrepreneurs sur la base de on est des homo economicus, autonome, etc. On va développer notre propre intérêt et comme ça, l'intérêt général, on va le retrouver finalement. Et parfois même l'entrepreneuriat, je trouve, un impact peut avoir aussi cette vision parce que c'est très personnel, individuel. Même là, on valorise un entrepreneur, etc. Alors que finalement, dans le CARE, on part du principe qu'on est dans une interdépendance et que c'est par des modèles collectifs, effectivement, qu'on arrivera également à trouver un horizon de société et aussi par se poser la question de oui, on n'est pas interdépendant, on n'est pas autonome, on est vulnérable. Et d'accepter notre vulnérabilité, sortir d'un schéma, pardon messieurs, mais un peu genré de je suis un homme fort, etc., qui va réussir à se développer par lui-même. On voit même, on est aujourd'hui sur la journée de la santé mentale. On voit que le développement personnel, moi je trouve, fait plus de ravages qu'il n'aide les personnes parce qu'il nous rend encore responsables de notre propre bonheur. On va sortir de ça et on va accepter qu'on est tous et toutes vulnérables. Et sur cette base-là, on va reconstruire une société. L'entraide, le care, parce que ceux qui nous regardent n'ont pas forcément le mot care en tête, donc C-A-R-E. Ça veut dire le prendre soin, mais c'est une théorie, c'est vrai que le mot care regroupe plus de choses que le mot prendre soin en français. Et je pense que comme le mot capital ou comme plein d'autres mots en fait, qui sont des mots universels, il faut qu'on arrive à le rentrer dans la tête des gens. Et pour le faire, du coup, je voulais te demander en 30 secondes ce que c'était, mais tu l'as bien pitché. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans notre économie, le care, pour qu'on comprenne? Notre économie? Ouais, aujourd'hui. Et après, on parlera de demain. Aujourd'hui. Alors déjà, c'est des métiers dévalorisés. Ça veut dire que les métiers du soin, que ce soit les infirmières, les auxiliaires de vie, les ouvriers agricoles, les travailleuses, travailleurs sociaux, les entrepreneurs sociaux, qui pour moi sont les travailleurs du care de l'entrepreneuriat, c'est des métiers qui sont dévalorisés. Moins de financement, moins de reconnaissance, moins de valorisation, etc. C'est déjà ça. Ensuite, c'est aussi des secteurs économiques. Des secteurs économiques qui s'intéressent à répondre à des enjeux de vulnérabilité. Les secteurs économiques sur l'écologie, les secteurs économiques sur la santé publique, éducation, culture, etc. Pareil, ces secteurs économiques, on voit le plan de l'austérité aujourd'hui budgétaire du gouvernement, sont les secteurs économiques qui sont encore les moins valorisés. C'est également des enjeux de démocratie et des enjeux participatifs, le CARE. C'est se poser la question de comment, en fait, sur quelle base on reconstruit une démocratie. On l'a bien vu pendant le Covid, c'était un moment très intéressant. La santé de notre démocratie et des liens sociaux dans la société est un vecteur de prospérité d'un État. Donc c'est aussi se poser cette question-là. Concrètement, c'est ça le CARE aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi, des théories féministes. Et je voulais juste finir aussi par ça. Bien sûr. Parce que, faut quand même le dire, les personnes responsables du CARE à la base, ce sont les femmes. Les métiers du CARE dont je vous parlais, je les ai traités comme ça en grande pompe, c'est plus de 90% de femmes. Le CARE, que ce soit le travail domestique, etc., tout le travail non rémunéré du soin, il est fait par les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème dans notre modèle éducatif et on enseigne aux femmes de prendre soin et de s'occuper de cette sphère privée quand on enseigne aux hommes de s'occuper de la sphère productive, de la sphère culturelle. Ça date de la philosophie de l'Antiquité, c'est passé par Adam Smith et en théorie économique. Et du coup, effectivement, c'est tout ça le CARE. Et remettre le CARE au cœur de la société comme objectif commun, c'est vraiment transformateur pour moi. Eva parle avec beaucoup de passion du CARE comme un secteur, un segment à part entière de l'économie. Moi, j'aimerais bien qu'on l'extrapole à toute l'économie, puisqu'on est quand même à Big, on parle à des dirigeants. Et il se passe un truc en ce moment avec des chiffres qui sont en train de sortir, qui sont très alarmants à mon sens pour les dirigeants et les dirigeantes. C'est qu'on a des démissions en augmentation de 25% sur un an dans les entreprises. On a un taux d'absentéisme en augmentation de 40% sur 3 ans. Donc il ne faut pas être devin quand on est un peu même dirigé par le profit pour se rendre compte que les dégradations sociales dans la société, mais dans le monde de l'entreprise, commencent à coûter cher. Coûter cher pour la stabilité, etc. Et si je prends un exemple très concret dans mon secteur qui est le numérique, le taux de turnover il est autour de 30%. Avec tout ce que l'on fait chez Norcis pour essayer d'apporter du CARE aux salariés, on est à 10% de turnover. Ça, c'est un sacré gage de stabilité en ce moment pour garder de la performance, y compris en des temps où au niveau sociétal, il y a des sacrés challenges à relever, comme vient de le dire Eva. Et on va revenir sur ton modèle, parce que du coup, Thomas cherchait des mots. On a évoqué le premier, c'est le CARE. Alors, c'est pas le carisme, mais c'est le CARE quand même. Et on reviendra sur le CARE tout à l'heure, sur ce que ça peut être demain. Toi, Thomas, tu as un deuxième mot que tu portes, que vous portez, avec ton papa qui a fondé ce mouvement, ce modèle, qui est la perma-entreprise. En 2 mots, les gens connaissent la permaculture. Qu'est-ce que la perma-entreprise ? C'est basé sur 3 piliers indissociables. Le premier, c'est prendre soin des humains.
Le deuxième, c'est prendre soin de la planète. Jusque-là, rien de forcément très révolutionnaire. Par contre, le troisième, il est un petit peu plus révolutionnaire pour le monde de l'entreprise. Il dit qu'il faut savoir se fixer des limites et partager les richesses. C'est de la décroissance ou c'est des limites? C'est pas du tout de la décroissance, c'est plutôt de recentrer le débat. On peut créer de la richesse, il en faut, il faut être prospère. Par contre, il faut le faire sans dégrader les conditions d'existence des êtres humains sur la Terre. Et c'est pas que quelques êtres humains, c'est le plus grand nombre. Et il faut considérer les limites planétaires pour que ça se soit stable dans le temps. Donc, au lieu de dire on va faire du profit et puis de temps en temps, de façon un peu opportuniste, on va mettre des baby-foot, des salles de sieste et puis on va planter les arbres pour dire que finalement on est super responsable, on va plutôt se demander est-ce que nos offres de produits et services répondent à des besoins réels? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'on prend soin de nos individus, c'est-à-dire nos salariés dans l'entreprise pour y arriver? Est-ce qu'on considère les ressources naturelles dont on a besoin pour réaliser notre activité? Et je vous prends un autre exemple. Il y a des secteurs en ce moment, par exemple dans l'alimentaire, qui voient des coûts de matières premières augmenter de 300% en l'espace de 12 mois. Leur modèle économique s'effondre. Donc tout ça, en fait, c'est du pur pragmatisme. Et nous, on a trouvé dans la permaculture une formidable source d'inspiration pour réinventer notre modèle d'entreprise, recentrer le débat. Et aujourd'hui, Nord6, c'est une croissance stable alors que depuis 4 ans, tous les marchés fluctuent. C'est un turnover beaucoup plus faible que ses concurrents. Et c'est un bilan carbone, pour prendre un troisième exemple sur le troisième pilier, qui est beaucoup plus faible que ses concurrents. Donc je pense que pour l'instant, le sens de l'histoire nous donne raison. Care, Perma Entreprise, vous avez compris, on vous parle de limites, mais le but c'est quand même de favoriser l'entrepreneuriat et peut-être justement de créer des boîtes, ou en tout cas de les envisager de la meilleure façon au regard de ces thématiques. Thomas, à ma droite, toi tu es donc à Romans, tu fais du textile. Qu'est-ce que ça évoque pour toi la notion de care et la notion de perma avec ces piliers qu'ils évoquent, de faire gaffe à la planète, de faire gaffe aux gens avec qui on bosse et en même temps d'être rentable? C'est sûr que bien gérer une boîte, avant c'était facile, il suffisait de bien gérer l'argent. Et maintenant, on se rend bien compte qu'il faut bien gérer l'argent. Facile dans le textile, pas toujours facile quand même. Oui, mais en fait, quand tu exploites les gens ou la planète, c'est plus simple. Là, aujourd'hui, pour bien gérer une activité, quelle qu'elle soit, il faut bien gérer l'argent, plus bien gérer les gens, plus bien gérer l'environnement. Parce qu'en fait, si ces 3 piliers-là dont parlent Thomas et Eva, on n'en prend pas soin, finalement, c'est pas durable. Et tu parlais de turnover. Si on prend pas soin des gens dans sa boîte et que ça tourne à fond, et en fait, on peut rien construire, on peut rien développer. Donc en fait, on se rend bien compte que gérer une boîte, c'est plus complexe qu'avant parce qu'il faut intégrer les 3 dimensions. Et tout l'enjeu, c'est de le faire du mieux possible. Et quand Eva parle de care, par rapport à son parcours et aux exemples qu'elle cite, on y voit très clair sur le domaine qu'elle identifie. Moi, ça a fait écho aux usines. Ce dont on n'a pas pris soin dans l'industrie, c'est les métiers manuels. Quand vous avez un ministère de l'enseignement supérieur qui qualifie de supérieur les métiers intellectuels, c'est assez terrible pour les métiers manuels. Quand à l'usine, tout le monde s'appelle opérateur et à la place des noms de métiers, alors que tout le monde fait des métiers différents, c'est assez terrible de voir que finalement l'industrie ne respecte même pas le talent ou les savoir-faire de chacun puisqu'ils sont nommés de la même manière. Et donc nous, ce qu'on vit dans l'usine, c'est qu'on prend trop peu soin des métiers manuels. On remplace le mot de métier par le mot opérateur et même on a honte du mot ouvrier alors que c'est la même étymologie que le mot ouvrage ou œuvre. Ça montre qu'il y a vraiment un décalage qu'il faut recentrer. Et se recentrer, il passe par l'économie du care dont a parlé Eva, la perma-entreprise dont a parlé Thomas. Nous, on l'a conceptualisé sous la forme de perma-industrie, qui est en gros un pendant industriel de la perma-entreprise. Et tout ça va dans le même sens. Et on voit bien là qu'il y a des noms différents pour un même truc. Et en fait, c'est ça le cœur du sujet, c'est qu'il y a peut-être trop de noms. Et qu'à un moment donné, il faudra converger vers quelque chose qui nous rassemble. En fait, nous, on est déjà unis. Mais on appelle ça de manière différente. Et pour unir plus de monde, il faudrait qu'il y ait un nom chapeau qui nous guide tous. Et pour vous réunir avec tous ceux qui nous regardent, quel conseil vous donnez aujourd'hui à un entrepreneur, à un homme, une femme qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est en train de structurer sa boîte par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour clôturer cette belle introduction? Alors, je vais très spontanément dire que c'est quand même plus facile de poser les bonnes bases que de conduire le changement une fois qu'elles sont installées. Donc, dès le départ, pensez bien ces 3 dimensions qu'évoquait Thomas qui résonnent avec les principes de la perma. Plus on aura le soin des salariés notamment, et puis éventuellement des parties prenantes plus largement, plus on aura le souci du moindre impact sur l'environnement, notamment sur les ressources dont on a besoin pour faire le métier, et tout ça en faisant un produit ou un service utile, toutes les cases sont cochées pour avoir un business pérenne dans les années qui viennent. Eva ?
L'entrepreneuriat, c'est dur. Donc déjà, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer. Moi, je sais qu'on a un événement sur l'entrepreneuriat, mais promouvoir l'entrepreneuriat à tout prix, c'est aussi oublier que c'est un métier extrêmement dur. On prend des risques financiers, personnels, etc. On parle d'équilibre vie pro, vie perso dans le salarié, mais dans l'entrepreneuriat, c'est autrement plus compliqué. C'est d'autres enjeux de santé mentale, disons, pour l'entrepreneuriat, je trouve. Et du coup, si vous vous lancez, lancez-vous sur quelque chose qui vous parle, qui est transcendant, quoi, qui appelle à quelque chose de votre passé, de votre vie, etc. Faites un peu de psy peut-être avant de commencer à entreprendre, parce qu'après, il faut s'accrocher, quoi. Ça va durer longtemps. C'est fini le modèle où, en fait, t'es skyrocket, machin, là, tu développes ta boîte 2 ans après, elle est vendue à je sais pas qui. Franchement, ces opérations-là, il y en a de moins en moins. Lever des fonds, ça devient de plus en plus compliqué. Entreprendre, maintenant, c'est un peu une aventure de vie, en tout cas des 5, 10, 15 prochaines années de votre vie. Donc faites quelque chose qui appelle votre cœur finalement, non pas votre cœur. Magnifique, merci beaucoup. Thomas, on continue justement à parler aux gens qui nous regardent notamment. Tu as évoqué quand on préparait l'émission un autre terme qui est que la société était devenue trop loin. Tu le disais, trop complexe, trop abstraite par rapport à ce qu'on faisait, mais aussi que tout serait peut-être plus simple si on mettait moins de distance entre les gens et leurs décisions. Oui, moi je trouve que quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut penser qu'on est tous irresponsables. Et en réalité, je ne pense pas qu'on soit irresponsable, je pense qu'on est tous irresponsables. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais ça veut dire... On fera un index avec un livre à la fin pour tous les termes utilisés, ne vous inquiétez pas. En fait, la responsabilité, l'apostrophe, c'est l'idée qu'en fait, on n'est pas en mesure d'être en responsabilité, en conscience de tout ce qui se passe, tellement les conséquences des choix qu'on fait sont loin de nous. Et donc, c'est désengageant. Si vous avez un jardin, que vous plantez une tomate, pour la manger ou pour votre famille, vous n'allez pas mettre des pesticides sur la tomate que vous allez donner à vos enfants, ou vous allez manger vous-même. Le geste même de verser des pesticides sur le plant de tomate de chez vous, il n'est pas possible. Pour autant, vous n'allez pas forcément consommer bio, alors que c'est la même chose. Parce que dans un cas, la production elle est loin de vous, dans l'autre cas, c'est chez vous. Et donc, moi, je fais un lien direct entre le niveau de responsabilité de notre société et la complexité et la distance du monde. On a un monde où ce que l'on fait fabriquer est loin de nous, sauf quand on fait du Made in France. C'est loin en distance, le monde est de plus en plus intermédiaire. Donc c'est compliqué d'y voir clair quand il y a plein de filtres entre A et B. On a aussi beaucoup de sujets dont les conséquences sont lointaines dans le temps. Par exemple, le réchauffement climatique, ça fait 40 ans que les scientifiques disent la même chose, mais on commence à le vivre en ce moment, donc on considère enfin ce que disent de manière très constante les scientifiques. Fumer tue, mais c'est dans 40 ans, donc c'est pas grave. Ce serait dans 40 jours, on fumerait moins. Donc la proximité de la conséquence, elle a un impact direct sur notre engagement. Et la proximité que je trouve celle qui me fait le plus peur, et celle que je trouve la plus importante, c'est que on produit un monde loin des gens en termes de compréhension. C'est tellement complexe ce monde, ça va tellement vite, qu'en fait on laisse sur le bord de la route des milliers de gens qui ne comprennent plus rien en fait. Comment voulez-vous être engagé dans la démocratie quand vous ne savez plus entre monsieur A, madame B, ce qu'ils proposent à l'échelle communale, départementale, régionale, législative, européenne, présidentielle. Et ça bouge tout le temps. C'est une soupe infernale qui ne peut provoquer que du désengagement. Et le désengagement des citoyens, ça veut dire l'affaiblissement de la démocratie. Et donc pour moi, il y a urgence à produire un monde proche, peu intermédiaire, avec des conséquences immédiates et simples. Retrouver un monde simple. Si on fait ça, on va réengager les gens. Si on ne fait pas ça, en fait, on va se perdre et on va perdre les gens. Et là, ce sera l'anarchie. Et ce ne sera pas l'anarchie parce qu'on va y arriver. Donc du coup, effectivement, ça passera tout ça par les entreprises, mais également par chacun, par les consommateurs également, qui seront au rendez-vous, je l'espère, de toutes ces offres qui changeront le monde. Vous nous avez suivis depuis le début de cette émission. On passe au top et flop, un petit break. Chacune, je vous ai demandé de réfléchir à quelque chose qui vous a plu sur les dernières semaines, sur l'actualité. On commence par Thomas Huriez, qui, je crois, avait un top et un flop en même temps. Ouais, moi c'était la fast fashion, c'est vraiment le flop du textile. Tu parles de la régulation liée à la fast fashion. Alors, la fast fashion en tant que telle, c'est catastrophique, donc c'est un peu mon flop. Mais là, le fait qu'on le régule à l'Assemblée nationale, à l'unanimité des députés, ancienne génération, premier semestre 2024, c'est un signal très fort qu'on est capable de s'unir pour des causes qui chamboulent le monde, la planète et notre économie. Donc j'espère que ça va se traduire dans la loi assez rapidement. Mais c'est un vrai flop. Si on ne réussit pas à concrétiser cette loi, c'est un vrai top
si on arrive à contraindre un peu la fast fashion. Donc on est une between là, on n'est pas encore dans un flop, c'est plutôt encourageant. Mais on suivra ça de très près. Eva, un top, un flop, les deux? Un flop, c'est vrai que récemment, moi j'ai beaucoup de comités éthiques dont je faisais partie qui se sont arrêtés. Donc j'ai un peu constaté une forme de backlash, et je parle de très très grosses entreprises, mais je ne peux pas dire les noms, mais donc un gros backlash en fait sur les questions des engagements sociétaux, écologiques, etc. Un backlash, c'est un retour de bâton, c'est finalement beaucoup d'entreprises se sont engagées, et là... en fait, peut-être parce que les gens en fait ont changé d'objectif ou sont plus trop intéressés par ça, ou peut-être parce que oui, il y a une crise économique importante ou un amas réglementaire sur ces questions-là qui fait que, en tout cas, tout le monde se défocus de ça. Et ça a des conséquences très directes sur les engagements de notre économie. C'est assez déprimant. Un top, c'est que je trouve qu'on s'intéresse de plus en plus aux enjeux qui sont les enjeux de soins, les enjeux de santé mentale, les enjeux de care. Moi, un top, je vais me faire un top perso, parce qu'à un moment, il faut se réjouir de soi-même. Le self-care, ça fait partie d'un moyen de résistance à ce climat ambiant. Et donc, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Loin des yeux, loin du care, qui explore le care dans tout ce que ça recouvre, de l'expérience intime, à économique, à politique, etc. Et je vais finir sur un petit top, c'est que je trouve que oui, on parle de ces sujets care. J'avais demandé un top, un flop, il y en a 12 en fait. Ouais. Mais bon, allons-y. On est là entre nous, on a le temps. C'est que je trouve qu'il y a un risque de care washing aussi. J'ai vu qu'il y avait typiquement tout un plateau sur le French care. Ça me fait toujours peur. On crée un truc avec French et on met le mot anglais derrière. Et en fait, ce que je constate, c'est que je trouve qu'il faut faire très attention sur le care. Il ne faut pas détruire le mot avant même qu'il soit lancé. Le care, c'est pas que se dire maintenant on fait de la Startup Nation de la santé, quoi. Le care, c'est vraiment un truc qui interroge toute notre manière de penser, de vie, qui s'inspire des théories féministes. Donc j'ai peur de ce dévoiement de la notion. Faire très attention parce que toujours, que ce soit pour tous les termes qu'on a utilisés, l'impact, la transition, etc. À partir du moment où on dévoie et qu'il y a finalement un greenwashing sur ces notions-là, eh bien derrière, en fait, on perd les personnes et on les désintéresse. C'est ce qui s'est passé je trouve, en termes de greenwashing sur l'écologie, dans le secteur financier, dans le secteur économique. Attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. Merci pour ces top et flop, Eva. Thomas, je vais essayer d'avoir une double lecture aussi, comme mes amis, et sur un sujet que je voulais retenir parce qu'il est très en vogue en ce moment, et d'ailleurs il a même été très présent dans les prises de parole qui ont précédé cette 10e édition de Big, notamment l'interview que j'ai lue hier de Nicolas Dufour, c'est l'intelligence artificielle. Parce que oui, il y a des cas d'application extraordinaires dans la santé et dans bien d'autres cas d'ailleurs. Oui, ça peut permettre aussi de gagner du temps, par exemple pour produire des documents et donc avoir plus de temps pour du lien humain, du lien social dont on a terriblement besoin au sortir d'une période qui a vu le télétravail se généraliser pour les activités qu'il permettait. Ça, c'est top. Par contre, gros flop, c'est que, et d'ailleurs je ne savais pas qu'Eva allait parler des comités éthiques, c'est que vous regardez les géants de la tech ces 2 dernières années, elles sont en train de se débarrasser de leurs équipes éthiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en train de mettre des bâtons dans les roues du business pour bouffer le marché de l'intelligence artificielle. Et là, on met les doigts dans un engrenage qui est extrêmement dangereux, parce que si tous les usages sont permis avec l'intelligence artificielle, là ça va devenir beaucoup moins drôle. Il y a déjà d'ailleurs des cas assez inquiétants. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu les premiers cas d'intelligence artificielle qui mentent sciemment. C'est pas encore trop sorti en France. Mais t'as pas des lois de la robotique qui empêchent ça ? L'Europe pond un IA Act. Les géants de la tech font un lobbying de dingue pour essayer de le contourner. Donc mon flop, c'est que, attention, ceux qui dominent aujourd'hui ces technos-là n'ont aucunement l'intention de faire du for good. C'est assez clair. Tu généralises, non ? Enfin, je te dis pas que ça n'existe pas, mais tu généralises un peu, non ? Bien sûr, mais on n'a pas le temps de faire trop précis. Donc je généralise volontairement. Par contre, heureusement, il y a des initiatives, et je vais en prendre une en France. Il y a un organisme qui s'appelle l'Institut numérique responsable, dans lequel Nord6 a beaucoup contribué ces derniers temps, pour produire le premier référentiel d'intelligence artificielle responsable, pour être sûr que si on fait du génératif, qu'on génère des scénarios, des requêtes, des réponses à des questions, par exemple pour des services publics, on ne reproduise pas les biais de la technologie, on vérifie qu'il y a un contrôle humain systématique, par exemple. Voilà. Donc attention à ça, ça va permettre beaucoup de choses, mais si on n'y met pas des garde-fous, ça peut vraiment tourner au vinaigre. Comme toute révolution industrielle. Merci pour vos tops et flops. Vous disiez à l'instant qu'il y avait un sujet sur les comités éthiques tous les deux. On rentre un peu là dans l'actualité. On entend des mots revenir de plus en plus souvent sur les plateaux qui sont retour en arrière.
Pourquoi ? Parce que le macro est difficile. Il n'y a pas que du soleil dans le ciel au niveau macroéconomique. Il y a un attentisme dans les investissements, dans les recrutements. Les DRH ont un peu moins de job de ce côté-là, côté recrutement, peut-être plus sur le dialogue social justement. Qu'est-ce qui fait que des engagements peuvent être bulletproof sur ce genre de période où le court terme reprend la main ? S'ils sont liés au business. Oui. Si j'ai une politique sociale qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une grosse stabilité de mes équipes qui me permet d'être en garantie vis-à-vis de mes clients auprès desquels je fais des prestations de services, que sur 2 ans, j'aurai à peine 10% de l'équipe qui va changer, c'est une sacrée garantie de tenue des délais, de qualité du service qui va être donné pour créer un service numérique. Donc j'ai aucun intérêt à revenir en arrière sur mes politiques sociales. C'est ça l'enjeu, c'est d'arrêter de faire des politiques de responsabilité qui sont à côté du business pour les pondre dans des rapports, c'est de le mettre au cœur du business. Si vous faites ça, il y a beaucoup moins de risques qu'on retourne en arrière. Moi, c'est parce que je trouve que le patronat est conservateur. Et j'assume. Mais je généralise pas un petit peu là, Eva. Non, mais c'est le patronat, patronat ou la responsabilité inhérente à quelqu'un qui a dans une structure de boîte côté. Je suis patron, attendez, écoutez-moi. Moi aussi, je suis gérante d'entreprise, j'ai une PME de 60 salariés et aux dernières nouvelles, 90% de l'emploi français, c'est des PME. Donc je pense qu'on peut dire qu'on présente aussi le patronat. Dans une période de crise, il y a 2 manières de réagir, toujours. Il y a où le conservatisme ? Ça veut dire revenir à ce qu'on sait faire, vite, couper aux endroits qu'on ne connaît pas, machin. Ou il y a le progressisme, ça veut dire se réinventer. Et aujourd'hui, je trouve que face à cette crise économique, qui est une vraie crise économique, le patronat fait le choix du conservatisme, fait le choix d'écarter les questions sociales, fait le choix d'écarter les questions progressistes, même en matière d'innovation, etc., pour finalement revenir à une solution d'hier qui a provoqué la crise. Donc je pense qu'en fait, revenir sur du conservatisme va recréer encore plus d'austérité, va recréer encore plus de crise. Et qu'aujourd'hui, on est au pied du mur et qu'on doit essayer de prendre un risque. Mais pour ça, il faut être accompagné. Ça veut dire un patron, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est pas un homo economicus indépendant. Il ne peut pas prendre sa décision tout seul. Il faut que son écosystème il change et pour ça, il faut qu'il soit accompagné par un cadre réglementaire, par un écosystème politique également au niveau français et européen qui l'accompagne sur des sujets de progrès écologiques, sociaux, etc. Merci beaucoup Eva. Et si tu devais donner un facteur clé de succès permettant de faire en sorte justement, comme le disait Thomas, de rapprocher des engagements par rapport au business, toi, la façon dont ton conseil, ton key success factor, ton facteur clé de succès pour faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir en arrière sur des engagements. C'est de comprendre que c'est l'avenir. C'est-à-dire que les secteurs de transition écologique, les secteurs de care, etc., c'est ce que les gens veulent. Ils s'en foutent d'acheter de la multipropriété aujourd'hui ou de surconsommer dans la fast fashion. Aujourd'hui, les gens, ils sont en mauvaise santé mentale, ils sont en mauvaise santé physique, ils ont besoin d'être heureux. Donc en fait, ils ont besoin qu'il y ait des métiers qui permettent d'accompagner, de garder leurs enfants. Ils ont besoin que effectivement leurs parents soient accompagnés. Ils ont besoin que l'hôpital soit un système dans lequel on prend soin d'eux. Ils ont besoin qu'on prenne en charge leur santé mentale. C'est ça les besoins des gens aujourd'hui. Et les besoins, c'est pas des besoins mercantiles. Et il faut sortir de cette dimension-là. Et c'est comme ça qu'on apportera d'une nouvelle prospérité. Et je parle avec le jargon des personnes peut-être qui m'écoutent. Il y a énormément d'études qui montrent que même investir dans le secteur du care, c'est des points de PIB en plus. C'est juste qu'il faut changer de perspective sur la richesse. Et se rendre compte qu'en fait, c'est ces politiques-là qui apportent de la prospérité économique et qui, derrière, stabilisent économiquement un État. Merci Eva. Thomas, de ton côté, comment est-ce qu'on fait pour rendre un modèle bulletproof lorsque ça peut se tendre ? Par intérêt, un peu comme le disaient Eva et Thomas, dans notre monde à nous, le textile, on voit que la fast fashion surfe sur les prix bas, stimule la surconsommation avec des prix toujours plus bas pour récompenser le consommateur. Un peu comme si on mettait du sucre sur tous les aliments, ça rend tout meilleur. Si on fait ça, en fait, on ne sera jamais les moins chers, nous, en Made in France. Donc nous, finalement, on n'a qu'un intérêt économique à embrasser cette surconsommation. Si la mode, c'était comme le vin, si vous avez le choix entre acheter une bouteille de vin à 20 € ou 20 bouteilles de vin à 1 €, logiquement, sauf si vous êtes alcoolique, vous aurez plus de plaisir à acheter une bouteille de vin à 20 € que 20 bouteilles à 1 €. Et dans le textile, il faut qu'on redonne le goût des bonnes choses, parce qu'en fait, on ne sera jamais les moins chers. Donc en fait, notre avenir à nous, et ça va dans le sens de l'intérêt de la planète et des emplois locaux, c'est qu'en fait, on se désintoxique collectivement du plaisir de la consommation de quantité pour retrouver le goût de la consommation de qualité. Il se trouve que c'est celle qui va faire du bien aux consommateurs,
aux travailleurs français, aux droits sociaux internationaux et à la planète. Donc nous, notre avenir, le bon sens économique nous guide vers le fait que par rapport à un marché où on achète tous ensemble 67 millions de jeans, peut-être à 50 € en prix moyen, mais on les surconsomme, et qu'à valeur égale, on achète peut-être 30 millions de jeans dans 10 ans à 100 €. Si on fait ça, en fait, tout le monde ira mieux. Et donc par intérêt, je pense qu'on peut se protéger des tentations conservatistes, comme le dit Eva, en étant clairvoyant sur nos intérêts économiques réels. C'est pas que ce soit la révolution, c'est pas que ce soit qu'on manque de matières premières. Donc en fait, si on continue de déstabiliser l'environnement et les gens, en fait, on ne pourra pas prospérer économiquement. Donc ne pas changer, c'est le meilleur moyen de continuer vers le mur. Et donc, il faut complètement changer ce rapport au progrès. J'aimerais bien un rebond là-dessus pour conclure, parce qu'en fait, Thomas parlait tout à l'heure de la complexité du monde où on ne comprend plus rien. C'est très vrai d'ailleurs aussi pour les entrepreneurs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a tellement de paramètres qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ont beau faire de leur mieux, parfois les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc le réflexe très humain, protectionniste, conservateur, c'est de se retourner vers les gens qu'on apprécie, qu'on connaît déjà, c'est de revenir aux fondamentaux, peut-être en se séparant d'activités innovantes, parce que c'est un poste de coût et pas un poste de revenu. Moi, ce dont je rêve un petit peu là en ce moment, c'est qu'on arrive à avoir beaucoup plus d'interactions entre des entrepreneurs, je dirais for good depuis toujours, des entrepreneurs qui historiquement ont plutôt été motivés par une quête économique, parce que c'est si on se parle plus entre nous qu'on va réussir à être inventif et à trouver les meilleures solutions face aux crises. C'est surtout qu'on a quand même dit que la base, c'était que ce soit pas opposé. Enfin, on n'est pas là pour opposer le durable et l'économique. Il ne faut pas les opposer, il faut qu'on arrive à se parler beaucoup plus. On est plus créatif quand on se retourne vers des univers qu'on ne côtoie pas. La plus grande innovation de Norcis en 30 ans d'existence, c'est l'invention d'un modèle d'entreprise qui est inspiré de la perma. Et la perma, c'est la permaculture, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est parce qu'on s'est intéressé à un univers totalement différent du nôtre qu'on a inventé un truc complètement dingue. Et qu'aujourd'hui, on a fait un bouquin qui a été lu par des dizaines de milliers de gens qui le mettent en place dans d'autres organisations. Allez, on rentre dans vos entreprises concrètement. Le game changer, la chose que vous avez mis en place et dont vous êtes le plus fier justement dans le for good, dans vos boîtes. On continue avec Thomas si tu veux. Un conseil éthique. Pas un comité, mais un conseil éthique qu'on a créé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on a écrit ce qu'on appelle une raison d'être. Donc c'est l'idéal vers lequel on veut tendre. En gros, c'est quel est le progrès auquel on veut contribuer en tant qu'entreprise. Et dans cette raison d'être, il y a eu le mot éthique qui est apparu. Il y a 7 ans, c'était avant la loi Pacte. C'était avant la loi Pacte, on l'avait dans les radars, donc on s'est dit on va anticiper, on va le mettre dans nos statuts dès 2018. Et donc le mot éthique revenait beaucoup dans la bouche des personnes qu'on a interrogées pour la formuler, dont les salariés, dont les clients. Et on s'est dit, si on veut être sérieux sur ce mot-là, il faut qu'on crée une entité dédiée parce qu'elle est trop complexe à appréhender. Il y a l'éthique au sens, je dirais, philosophique du terme, par exemple les 3 principes éthiques du modèle PERMA, mais il y a l'éthique appliquée à nos métiers. La propriété intellectuelle ou des cas par exemple par rapport à l'IA. Et donc on a créé ce conseil qui a un rôle de conseil vis-à-vis du comité de direction dans lequel on a mis des salariés, des membres de la direction, des personnes externes très qualifiées sur des sujets clés. Et c'est là qu'on est en train d'inventer la nouvelle culture de l'entreprise. C'est là qu'on est en train de créer des outils pour que nos commerciaux puissent décider eux-mêmes ce vers quoi il faudrait aller en termes de développement commercial. Qu'ils puissent décider parfois de renoncer à des projets qui sont en fait dissonants avec notre modèle people, planète et limite partage, mais qui puissent aussi se dire tiens, par rebond, peut-être que j'ai tout intérêt à les développer, des projets dans la santé, dans le care. D'ailleurs aujourd'hui c'est 30% de l'activité de Norcis, dans la transition écologique, ou que si je vais travailler avec des acteurs par exemple du retail, demain pourquoi pas de la fast fashion, je n'y aille que si mon service numérique va les aider à accélérer leur transformation vers des modèles beaucoup plus vertueux. Voilà, moi je suis très fier de ça et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs je suis en train de rater le lancement du conseil d'éthique de fin d'année parce que je suis avec vous, donc je vais filer ensuite pour les rejoindre parce que j'adore ce qu'on est en train d'y faire en ce moment. Merci Thomas, donc le conseil éthique. Voilà, non pas le comité s'il te plaît, parce que c'est ce que me dit tout le monde tout le temps et voilà, nous c'est le conseil. Voilà. Eva. Je dirais la mise en place de la semaine de 4 jours. On a démarré en mai dernier. Et donc, je ne vais pas vous dire que moi je suis à 4 jours, mais c'est parce que moi je travaille pas. Ne revenons pas sur le quotidien de l'entrepreneur. Voilà, non, mais surtout moi je ne travaille pas que sur l'entreprise, c'est mon problème, j'ai plein de projets en même temps. Mais je trouve que c'est une belle innovation parce que ça met au cœur de la question de ralentir, qui est censée être la question de notre entreprise finalement, parce qu'en fait on accompagne des entreprises qui vont nous aider à ralentir, à avoir une économie qui est plus en lien avec l'écologie, avec la société. Et c'est finalement intégrer ces logiques-là aussi dans le travail. Et c'est faire en fait le pari que déjà, réduire le temps de travail, c'est un moyen de rendre les gens plus heureux, déjà.
que c'est un moyen de rendre les gens peut-être plus efficaces également, et de ne pas faire du travail, et ça c'est vraiment, je trouve, le problème et le mensonge et l'hypocrisie de notre économie, qu'elle soit sociale ou pas, c'est de mettre beaucoup trop dans la valeur travail. Alors moi, je valorise énormément la valeur travail, c'est-à-dire que je trouve ça très intéressant et créateur pour l'humain, promoteur de lien social, mais ça a pris une place trop importante dans nos vies. Et il faut effectivement qu'il y ait effectivement d'autres aspects qui soient valorisés dans nos vies, notamment, je sais pas, s'occuper de ses enfants, aider ses grands-parents, prendre le temps d'aller faire ses courses et pas commander des colis tous les jours parce qu'on n'a pas le temps, et du coup avoir un Uber entre telle heure et telle heure, et mettre son sport juste avant d'aller rechercher ses enfants et machin, et en fait nous mettre dans une dynamique neuronale même, en permanence surperformante. D'ailleurs c'est le le psychanalyste et neuroscientifique Albert Moukaïber qui en parle très très bien, que je vais avoir dans mon podcast, je suis trop contente. Et je pense qu'il faut changer même nos réflexes psychiques liés à la performance pour être capable d'inventer une nouvelle économie. Donc c'est le pari qu'on fait sur la semaine de 4 jours, j'en suis assez fière et je pense que les gens sont contents pour l'instant. Merci Eva. C'était sur la base du volontariat ou c'était un choix d'entreprise complément? Non, choix de l'entreprise complet. Après le jour dépend effectivement de la vie de la personne, c'est mercredi ou vendredi, ouais. Ok, merci Eva. Thomas Huriez, chez 1083, le game changer en termes de décision du management ou de l'équipe. Alors je dirais 2 choses. En 2018, quand on a fait notre levée de fonds avec des fonds impact, on a intégré avant la loi Pacte aussi, on ne le savait pas, une mission dans nos statuts. Et du coup, elle est en haut de nos organigrammes. On est tous au service de cette mission-là. Et du coup, ça change la manière de penser, puisque du coup, on ne pense plus par rapport à soi ou par rapport au patron. On pense par rapport à un cap commun qui est cette mission. Et le deuxième facteur clé de succès, je préfère le dire en français, c'est... J'ai essayé, t'as vu, de le dire en français aussi. C'est d'avoir réintégré la production. On est une centaine dans l'équipe. Sur nos 100 collaborateurs, la moitié, c'est du personnel de production. C'est des tisserands, des ourdisseurs, des couturiers, des couturières. Et du coup, ça, c'est génial parce que ça fait de notre entreprise, non seulement on a développé notre capacité à faire, mais on a développé notre capacité à partager. Et en fait, on est en train de comprendre qu'une usine, c'est un lieu de production de biens, des jeans, des chaises, des tables, des micros, etc. Mais aussi, c'est un lieu de production d'émotions. Et comme quand on s'habille, on endosse une identité, une émotion. Eva a une veste un peu worker qui rappelle un peu les ouvriers, l'usine, etc. Et bien en fait, cette logique-là, le fait que les usines puissent partager ces émotions, rehausse l'estime de ces métiers. Et ça, on en était fiers parce qu'en fait, si on veut être capable de produire demain, il faut qu'on soit capable d'embaucher et de garder le personnel qui font ces métiers-là. Merci Mathieu, beaucoup Thomas. Il y a une dimension qu'on n'a pas du tout abordée. Et Thomas, il y a une dimension qu'on n'a pas abordée, mais il nous reste 2 minutes. Donc je vais être très très court. Quand on parle de structurer et piloter une entreprise, il faut parler indicateurs. Et dans les sources de fierté, pour moi, il y a aussi l'obtention d'un label qui s'appelle B Corp. Il a une singularité, c'est qu'il mesure précisément en quoi le business contribue au progrès social et environnemental. C'est une source de fierté pour pas mal de monde autour de nous. Et je pense que les entrepreneurs qui veulent aller vers ça ont tout intérêt à se pencher dessus. Pas forcément à chercher à avoir le label, mais déjà à regarder ce qu'il y a dedans. Et en plus, il y a une version plus simple, plus rapide à faire qui s'appelle l'Impact Score. Allez-y, regardez, ce sont des indicateurs demain utiles pour vous pour piloter la performance de votre entreprise à l'aune de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'était court. C'était pas mal, merci beaucoup. On finit avec une dernière partie très dynamique. Vous me dites c'est le progrès ou c'est pas le progrès sur quelques points. Est-ce que c'est le progrès, la CSRD? Dans 1 minute 30 on a terminé. Est-ce que c'est le progrès ou c'est pas le progrès, la CSRD? Progrès. Progrès parce que nouveaux indicateurs, attention, l'engagement, c'est pas de la bureaucratie supplémentaire. L'engagement, c'est plein d'autres dimensions. Donc, nous sommes d'accord. Mais oui, c'est progrès, bien sûr. Ouais, pareil, plutôt Pareil. progrès. C'est le progrès ou c'est pas le progrès, le télétravail? Progrès. Mais pas à temps plein. Pas dans l'abus. Pas dans l'abus. Le choix sur le télétravail, c'est du progrès. Pas imposer le télétravail. Dimension care, donc. Si t'en as besoin, je te le donne. Ouais, dimension, ouais, ou liberté individuelle. Mais en fait, ce qu'attendent les équipes aujourd'hui, c'est le travail à la carte, c'est de pouvoir moduler en fonction de leur vie. Mais Donc, attention aussi au lien social, parce que c'est un enjeu fondamental de la création aussi. Et je trouve que là, c'est en train de nous robotiser encore plus que ce qu'on est déjà, quoi. Pour moi, c'est la dose qui va dire si c'est un progrès ou un non-progrès. Trop de télétravail, c'est pas un progrès. Pas assez, c'est pas un progrès. Il faut trouver son compromis. Puis télétravail à l'usine. Bienvenue. Bienvenue. C'est possible. De travailler chez nous. Ouais. C'est 30 secondes, c'est le travail, c'est le progrès, c'est pas le progrès. ChatGPT.
Ah bah ouais, Est-ce les qu'on gars. ment, genre? Est-ce qu'on dit c'est pas le progrès alors qu'on l'a tous Non, sur mais notre téléphone ou pas? faut être noir ou blanc, donc je vais dire pas progrès. Non, pour moi c'est le progrès. À partir du moment où en fait ça nous permet à l'humain, si la machine comme ChatGPT arrive à faire plein de choses réverbatives qu'en fait on ne pourra plus faire, et si ça nous permet à nous d'aller sur une autre dimension de notre humanité, oui. Si c'est pour effectivement nous abrutir, etc. Non. Mais encore une fois, c'est l'usage toujours le sujet. Moi, ça me questionne sur notre capacité à être à la hauteur de ce progrès. Je pense que c'est tellement plus puissant que notre capacité à savoir le gérer que j'ai peur que ça soit pas un progrès dans le temps, on verra. Allez, un facile, vraiment. Oui, non, c'est le progrès, c'est pas le progrès. L'hybridation des SUV. Si c'est un SUV pour chaque citoyen de ce pays, hybride ou pas progrès. Pas des SUV. Non, si tu veux du c'était progrès. plutôt pour la blague, Ok, mais c'est une merci vanne, ok, j'étais en infiniment. mode, en même temps, ça Merci doit à être tous les sérieux, trois. tiens. Merci Eva, On a eu merci quelques-uns Thomas, après. merci Thomas d'avoir voulu faire cette émission avec nous. On était ravis de vous accueillir. Merci Céline, Merci, merci Mathieu. Simon de m'avoir aidé à préparer cette émission et de nous avoir accueillis. Bonne journée à tous.